Où vont les cours des matières premières cette année? Ils devraient rester élevés et instables, c'est ce que nous dit le Cercle Cyclope qui a publié hier ses prévisions pour 2023. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabetti, économiste, président du cabinet PrimeView. C'est important les matières premières. Oui, c'est même fondamental. On appelle ça des commodités. Les commodities, c'est vraiment à la base de tout. Voilà. À la base de l'économie, de l'activité, de l'inflation. Juste déjà, avant de parler de 2023, quelles sont les matières premières qui ont retrouvé aujourd'hui des cours raisonnables ou à tout le moins leur niveau d'avant-guerre en Ukraine? Alors, je ne pourrais pas les dénombrer, mais la plupart d'entre elles ont beaucoup reflué. Sur les plus significatives. Et donc, les métaux industriels, en fait, ont beaucoup baissé. C'est moins le cas, en fait, des matières premières alimentaires qui sont plus directement liées, en fait, à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais il faut avoir en tête que toutes les matières premières qui ont le plus baissé sont en réalité celles sur lesquelles reposaient les inquiétudes sur l'origine de l'inflation en 2021 jusqu'à début 2022. Toutes celles qui étaient liées au fait que les gens étaient très inquiets sur les tensions sur les chaînes d'approvisionnement globales pour pouvoir répondre à la demande mondiale. Et ça, c'est un élément important à avoir en tête pour savoir où on va sur les matières premières, notamment industrielles. Aujourd'hui, toutes les chaînes d'approvisionnement sont détendues. Pour une raison relativement simple, les gens avaient peut-être pas... Je ne sais pas si vous vous souvenez, je fais référence à toutes les questions qu'on a pu évoquer ensemble sur la question des semi-conducteurs, etc. À l'époque, on vous disait, mais c'est fini, on n'a plus assez, on ne peut pas livrer, etc. Ça va être très compliqué, d'où l'inflation et l'augmentation des prix des matières premières à l'époque sur certaines matières premières industrielles. La réalité, c'est qu'il faut comprendre l'origine à ce moment-là des choses. C'est qu'en fait, c'est notre capacité à avoir très bien géré la crise sanitaire pour nos entreprises qui a généré en fait ces tensions qui étaient très momentanées. Je m'explique en un mot. En général, lorsque vous avez un choc sur la demande et un effondrement de la demande, eh bien, naturellement, les entreprises font quoi? Eh bien, elles avaient prévu en fait de vendre plus et donc les stocks explosent. Oui. Et donc, lorsque la demande revient, toute la première partie de la reprise, eh bien, vous n'avez pas besoin de produire pour adresser cette demande-là. Vous écoulez les stocks et donc une fois que vous avez écoulé vos stocks, vous avez le temps de produire. Eh bien la réalité c'est que les progrès technologiques qu'on a fait font qu'aujourd'hui une entreprise elle ne produit pas sur la base des prévisions, elle produit sur la base des bons de commande. Et donc à l'époque la demande s'arrête, on arrête de produire, moins de gonflement des stocks, donc c'est top parce que ça permet d'éviter les faillites, mais qu'est-ce qui se passe au moment où l'activité reprend? Et c'est un élément essentiel parce que pour se projeter sur 2023, je pense que c'est peut-être là l'enjeu principal. Eh bien lorsque la reprise reprend, tout le monde doit produire en même temps. Il n'y a pas de stock. Et donc, la demande, elle n'est pas structurelle. Elle est liée au fait, en gros, à la demande contrainte par la crise initiale. Et donc, tout le monde se met à produire en même temps. C'est comme si on était dans le studio et que tout le monde voulait sortir en même temps par la porte. Il y a du frottement. Le frottement, c'est l'augmentation des prix des matières premières à travers les tensions sur toutes les chaînes d'approvisionnement. Tout ça, c'est littéralement dégonflé. Pourquoi? Parce que toute la demande résiduelle issue de la crise sanitaire et de la demande contrainte au départ, c'est terminé. Et qu'aujourd'hui, on constate que l'outil de production est en réalité adapté à la demande globale, encore plus lorsque celle-ci commence à donner les premiers signes de ralentissement. Donc sur les métaux industriels qui ont le plus baissé, est-ce que cette tendance-là est, on va dire, durable ou pas? Pour nous, la réponse est oui, parce que la demande finale est en train, que ce soit européenne ou américaine, est en train de donner des vrais signaux de faiblesse. Même si la Chine se rouvre au reste du monde et repart et rebondit, alors, je pense qu'il y a consommatrice d'énergie, de métaux. Alors ça, c'est ce que joue tout le monde en fait depuis maintenant le mois de décembre. Le revirement de situation par rapport à la stratégie zéro Covid de la Chine est joué par tout le monde et fait ressurgir en fait le spectre de l'inflation auquel on ne croit pas du tout en vérité, pour deux raisons. Un, je crois que les gens en fait n'ont pas bien compris ce qui se passe en Chine. Nicolas Bavrez l'évoquait jusqu'à maintenant. Les challenges en interne sont absolument colossaux. Effectivement, il y a un changement de braquet. Mais alors, premièrement, déjà, la gestion de la crise sanitaire et de la stratégie zéro Covid en 2022, c'était pas la même qu'en 2020 en Chine. Je crois qu'il y a déjà une erreur d'appréciation. Évidemment, on a eu des foyers, des confinements, etc. Mais ça n'avait rien à voir avec l'ampleur de ce qu'on avait connu en 2020. Donc, la résultante fait que si on n'a pas été aussi loin dans la stratégie zéro Covid implémentée en 2022, il ne faut pas imaginer qu'on puisse retrouver en fait les mêmes effets qu'en 2021 lorsqu'on était sorti de la crise sanitaire et les cas de Covid avaient baissé. Ça, c'est le premier point. Il y a une surinterprétation de l'impact de la stratégie zéro Covid sur l'économie réelle. Et deux, c'est un pays dans lequel en fait, les challenges structurels sont énormes, à la fois associés à une surcapacité de production globale. C'est-à-dire que la réalité, c'est que l'économie chinoise, au bout de 10 ans, a investi dans tout, un peu n'importe comment, a fait gonfler l'endettement privé à des niveaux qui sont absolument stratosphériques, se retrouve avec un outil de production surgonflé, beaucoup trop important par rapport à ce que peut consommer, et stratégie zéro Covid ou pas,
sa demande interne, dans un climat où la demande externe est plutôt sous tension. Donc il ne faut pas aller trop vite en besogne. Déjà, ça c'est le premier point, c'est qu'en fait, il y a des vraies surcapacités de production sur notre pan privé qui fait que ça va être limité, en fait, l'impact assez vite. Sur les premiers mois, il va y avoir un impact, mais il ne peut pas aller très très loin. Et puis le deuxième point qui est évoqué, tout le monde en parle, c'est le choc démographique colossal, évidemment associé à la notion de population active, mais surtout à la question en fait, de la gestion des seniors. C'est-à-dire qu'il faut avoir en tête que demain, il y a plus de Chinois de plus de 60 ans sur cette planète que d'Européens. Et alors même qu'on parle de la réforme des retraites en France, alors que rien n'est provisionné pour y faire face. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que c'est une bonne nouvelle, ce qui veut dire qu'il va y avoir des signes de réouverture. Un autre sujet qui est les matières premières. L'indice Cyclope des matières premières pourrait perdre 15% cette année. Est-ce que vous y croyez? Parce qu'on dit que ce serait une bonne nouvelle pour l'économie mondiale. Et en même temps, cet indice a pris 26% en 2022. Donc c'est juste un retour. C'est des valeurs moyennes, je crois. C'est des valeurs moyennes sur tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'en fait, combien vous m'avez dit, moins 8 ou moins 15, moins 8 je crois, hors matières premières et moins 15 au niveau global, c'est par rapport à la moyenne de 2022. Attention, parce que 2022, en réalité, il y a eu deux tendances très très fortes. Jusqu'au milieu d'année, explosion des prix, et ensuite, sur fond de guerre en Ukraine, avec prime de risque géopolitique, et tout le monde l'a joué, donc la spéculation a fait monter les prix, et en fait la deuxième partie de l'année elle est beaucoup plus basse. La réalité c'est que notre point de vue sur le sujet c'est que les prévisions à ce stade sont extrêmement compliquées à adresser. Oui, parce que Goldman Sachs a sorti son rapport qui est totalement orthogonal et qui dit qu'en gros que les cours de matières premières devraient augmenter de plus de 40% cette année sur fond de rebond évidemment de l'économie chinoise. Donc quand on a Cyclope qui dit moins 15 en moyenne effectivement, l'autre qui dit plus 40, on se dit mais où vont les matières premières cette année? La réalité, alors c'est amusant mais on va peut-être être finalement parmi la valeur moyenne entre les deux, c'est qu'en fait, les prix actuels nous paraissent relativement adaptés à l'équilibre. Énergie, agricole, on met tout ça en même temps? Mais à peu près tout en même temps parce que tout est lié dans ce domaine. Vous pouvez avoir un petit rebond sur des métaux industriels, mais quoique ça ne peut pas aller beaucoup loin. Autour des niveaux actuels, c'est qu'en fait on considère que le triptyque de 2022 où tout le monde prend peur jusqu'au mois de juin, jusqu'à l'été dernier, et puis ensuite derrière tout le monde se rend compte qu'en réalité il n'y a pas de catastrophe sur ce plan. On estime qu'aujourd'hui on est dans une phase de ralentissement de l'économie mondiale qui ne devrait pas être terrible, mais qui sera sensible, ce qui fait que la demande va être contrainte. En même temps, on a des capacités d'offres en fait, qui sont elles aussi sous contrainte. Contrainte contre contrainte, on estime que le rapport de force entre l'offre et la demande devrait rester à peu près équilibré. Donc notre pari, c'est que les prix actuels sont des prix qui devraient pouvoir être durables, c'est-à-dire que c'est un bon équilibre entre l'état du rapport entre l'offre et la demande. Alors ça, c'est un élément important. Donc, est-ce que c'est une source d'inflation supplémentaire en 2023? La réponse est donc non pour nous. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas avoir des prix des matières premières qui repartent à la hausse. Par contre, le vrai enjeu, il n'est pas là. Il est de dire que si elles restent à ces niveaux-là, eh bien, elles seront plus élevées que par le passé, pour la plupart d'entre elles. Et c'est ça le vrai sujet. C'est un sujet d'abord microéconomique. C'est comment nos sociétés... La thématique, elle est la suivante. Est-ce que les matières premières vont rentrer dans un cycle qui fait que cette année, c'est $80, à ce moment, c'est $80 le prix du baril, demain, c'est 90, après-demain, c'est 100, 110, 120, 150. Et éternellement, vous voyez, donc c'est une hausse permanente. C'est pas notre point. Notre point, c'est qu'on est passé... On voit $80 d'ailleurs sur cette année. Oui, ce qui est plutôt raisonnable. Exactement, c'est ce qu'on évoquait jusque-là. Mais juste pour vous dire que le vrai sujet, il est d'abord d'ordre organisationnel. Comment une entreprise fait pour adapter son modèle économique d'un prix des matières premières qui était de 100 et qui va passer structurellement à 125 ou 150. C'est ça la différence. Pas à 200, pas à 100, mais à 150. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez, par exemple, des prix des matières premières au niveau global, quel que soit votre secteur d'activité, qui jusqu'à maintenant pesaient 2% de votre chiffre d'affaires, si vous faites 50% de plus, 2%, ça fait 3%. Le pourcent de plus de marge qui est mangé par l'augmentation structurelle du prix, qui n'est pas de l'inflation, c'est juste en un coup, on est passé de 100 à 150. Et ça, il faut pouvoir l'encaisser. Quel secteur d'activité va être en capacité de le faire? Qui est-ce que ça va mettre en difficulté? Je rappellerai un troisième point important que les gens n'ont pas toujours en tête. Il faut savoir que une entreprise, ça fait des profits. Vous allez me dire, 1 point de marge en moins, on s'en fout. C'est pas grave. Sauf que, attention, il faut savoir à quoi ça sert les profits. Dans beaucoup d'entreprises, les entreprises, elles ont été cédées. Elles ont été donc rachetées par un certain nombre de personnes. Ces personnes-là, pour racheter l'entreprise, l'ont fait via des LBO. En fait, en levant de la dette. Il y a de l'endettement. Il y a des montages, en fin de compte. Et ce qui fait qu'il faut avoir en tête que les profits qui sont réalisés, ils ne sont pas nécessaires pour l'enrichissement du propriétaire. Ils sont d'abord nécessaires pour faire face à la dette qui vous a permis de racheter l'entreprise. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux effets de base
un point de marge en moins, ça peut vous mettre en péril quant au montage associé en fait, à toute l'acquisition de l'entreprise. Donc vous voyez, c'est un sujet qui dépasse juste le simple fait de la profitabilité des marchés, c'est un sujet qui peut faire boule de neige. Donc la vraie question de fond, c'est comment l'ensemble de nos entreprises vont pouvoir encaisser des niveaux de prix qui sont structurellement plus élevés que par le passé. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne devraient pas continuer à monter. En tout cas, c'est notre point de vue. Merci beaucoup. Explication signée Pierre Sabatier, économiste, président du cabinet PrimeView. Merci. Merci David.